Now we're going to talk about European Union readmission policy and human rights implications. If I may have your attention, just to introduce the panel. We're going to be talking here of this second round of this panel co-hosted by the Human Rights Subcommittee within the Foreign Affairs Committee, chaired here by our colleague, Mrs. Lochbihler, and Libe Committee on EU readmission policy as a key element of EU migration and asylum policy as a whole. We are to reinforce the EU migration and asylum policy in this regard. We may not forget that development of this area of European Union level will only be achieved through a balanced and comprehensive approach to migration policies. The European Union readmission policy is also embedded on the overall external relations policy of the European Union. Readmission agreements are a central part of the European Union cooperation with third countries, managing migration and asylum. That involves the European Commission, but ever since the Lisbon Treaty entered force, it involves most effectively the European Parliament. So let's have in mind that the European Parliament is empowered to provide consent or not. As regards readmission agreements, Article 218 of the Treaty of Functioning of the European Union makes sure that we are the final word when it comes to signing agreements regarding readmission within the migration policy. Back in 2010, during the negotiations of the first readmission agreement, there was a Commission declaration added to the European Parliament resolution on the matter as an annex, stating that the European Parliament shall be regularly informed as to the conclusion of readmission agreements. Under this framework, the European Commission, different levels, will be attending Libe Committee meetings, and nevertheless, in order to reinforce this European Parliament's exercise of its power to give consent or not to readmission agreements, this exercise of cooperation is to be set into practice in a very effective manner. We believe that this involvement of the European Parliament will provide necessary scrutiny and no doubt will have consequences in improving the contents, the substance of the readmission policy as a whole. That is why we should be debating for the next hour how can we contribute most effectively to ensure added value from the European Parliament side to the relaunching of the European Union readmission policy as a component element of the successor, the potential or eventual successor of the Stockholm programme for the coming 5 years in the coming term of the European Parliament. So we give way to this discussion by leaving the floor in the first place to Mr. Jean-Pierre Casarino as Director of the Return, Migration and Development Platform of the University Institute in Florence. There you go. The floor is yours. Merci beaucoup, Monsieur Aguilar. Je parlerai en français, si ça ne vous parle. D'accord. Tout d'abord, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est pour moi un grand honneur de vous adresser la parole et je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Ma brève intervention portera en fait sur le système européen de réadmission et ses implications en matière de respect des droits humains. Alors, parler d'un système me paraît tout à fait pertinent et adéquat. Tout d'abord, pour évoquer la multitude d'accords qui ont été conclus d'une part par les États membres de l'Union européenne et ensuite par l'Union elle-même. Naturellement, je n'aurai pas le temps en 10 minutes d'évoquer les facteurs qui ont consolidé ce système en expansion, comprenant des acteurs étatiques aux intérêts fort divergents. Toutefois, je préfère me concentrer en fait sur les conséquences
en matière de respect des droits fondamentaux. Comme vous le savez, comme cela a été dit par Monsieur Aguilar, depuis en fait l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, l'Union donc a une compétence en matière de réadmission. Et le traité de Lisbonne, 10 ans plus tard, a en effet clarifié la compétence partagée entre l'Union et les États membres en matière de réadmission. Bien évidemment, l'existence d'une compétence partagée entre l'Union et ses États membres ne devrait pas poser de problème si celle-ci est régie par le principe de coopération loyale, principe clairement énoncé dans l'article 4 du traité de l'Union européenne. Et ce principe implique nécessairement la mise en place de mécanismes de contrôle à même d'assurer la réalisation des objectifs de l'Union et le respect des valeurs sur lesquelles elle se fonde, dont, entre autres, le respect des droits de l'homme, le respect des droits des personnes appartenant à des minorités et le respect de la dignité humaine. Naturellement, là, je me réfère à quelques articles, l'article 2, l'article 6 du traité sur l'Union européenne. Cela implique également l'existence d'un certain degré de convergence entre les priorités des États membres et celles de l'Union. C'est un point sur lequel je reviendrai plus tard très brièvement en fait. En ce qui concerne les mécanismes de contrôle, tout d'abord, je souhaite insister sur le fait que les obligations internationales en matière de respect des droits de l'homme et leur application concrète relèvent de la responsabilité des États membres dans le cadre des protocoles d'application bilatéraux conclus entre ces derniers et chaque pays tiers impliqué dans le cadre d'un accord européen de réadmission. Alors ces protocoles, une fois établis, en fait, sont communiqués au comité mixte de réadmission. Naturellement, on peut penser que le comité mixte de réadmission constitue, si vous voulez, en fait, le lieu où l'application bilatérale des accords européens de réadmission serait, en quelque sorte, passée au crible. Or, sa fonction pour l'heure consiste principalement à traiter des questions d'ordre technique concernant l'application même de l'accord. Cela dit, et selon moi, le comité mixte de réadmission doit s'équiper d'un dispositif additionnel impliquant des acteurs à même d'informer sur les conditions et réalités concrètes auxquelles sont confrontées les personnes réadmises vers un pays tiers. C'est un comité qui aurait naturellement pour fonction d'informer sur les modalités selon lesquelles ces personnes sont bien évidemment réadmises et également les problèmes qu'ils soulèvent concrètement. Ce dispositif est d'autant plus nécessaire que l'Union européenne a conclu des accords européens de réadmission avec des pays qui ne sont pas signataires de la Convention de Genève datée de 1951 sur la protection des réfugiés. Je pense plus particulièrement au cas du Pakistan, avec naturellement des conséquences sur le respect des personnes expulsées vers le Pakistan, mais également en transit par le Pakistan pour se diriger vers l'Afghanistan. On en parlera, si vous voulez, durant le débat. L'Union européenne a également conclu des accords avec des pays tiers qui sont signataires de cette convention, mais qui n'ont pas un système d'asile efficient. Et là, le cas de l'Ukraine est un des cas emblématiques. Je ne peux pas tous les citer. D'ailleurs, récemment, un rapport a été remis par le HCR, en l'occurrence, pour dénoncer justement, disons, le danger en fait des procédures de réadmission vers l'Ukraine. Également, des accords ont été conclus vers des pays qui en fait ne sont pas considérés comme des pays tiers sûrs par le HCR. Encore une fois, là, je parle du cas de la Serbie. Des accords ont été conclus avec des pays tiers où le respect des droits des minorités ethniques et des apatrides est fort problématique. Le cas du Kosovo. Des accords ont été conclus avec des pays tiers susceptibles de renvoyer des ressortissants d'autres pays tiers réadmis sur leur territoire vers leur pays de provenance. Je fais ici en fait référence à l'effet domino, mais aussi au cas des pays tiers dont en fait la loi sanctionne par l'emprisonnement le franchissement irrégulier des frontières. Je pense entre autres au cas du Maroc avec lequel un accord européen de réadmission est en cours de négociation et certainement de finalité en fait. Donc les problèmes, si vous voulez, sont fort nombreux et leur acuité plaide en faveur d'un dispositif allant bien au-delà du souci d'opérabilité et de flexibilité qui, à l'heure actuelle, continue d'orienter l'application des accords. D'autant plus que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la même valeur que les traités. J'ajouterai également qu'en vertu de l'article 17 du traité sur l'Union européenne, la Commission a pour mission de veiller en toute indépendance à l'application des traités.
Par conséquent, l'accomplissement de sa mission sera fonction de la mise en place d'un dispositif d'avertissement précoce et de surveillance. Ce dispositif ou système de veille dont je viens de vous parler permettrait non plus d'invoquer, mais plutôt de justifier, en fait, l'application d'un accord européen de réadmission susceptible d'entraîner la violation des droits fondamentaux, ce dont nous parlait tout à l'heure Monsieur Aguilar, et puis également, naturellement, de justifier aussi les critères utilisés afin d'identifier les pays tiers avec lesquels des accords européens de réadmission sont susceptibles d'être négociés à l'avenir. Donc, je suis en même temps conscient que, d'une certaine manière, ces critères ont déjà été établis en 2002. Mais ils répondaient à une période très spécifique, disons, de l'histoire de la construction européenne. Aujourd'hui, après l'adoption du traité de Lisbonne, suite également à l'insertion, disons, de la charte des droits fondamentaux dans les traités, je pense qu'il est nécessaire de redéfinir naturellement ces critères. Passons brièvement à cette deuxième question dont je vous ai parlé tout à l'heure, concernant la convergence des priorités, autre condition sine qua non à la coopération loyale entre les États membres et l'Union. Comme vous le savez, à l'échelle bilatérale, les États coopèrent depuis toujours en matière de réadmission. Bien avant la Commission, certains d'entre eux avaient intégré leur mode de coopération bilatérale dans le cadre d'une approche que l'on qualifierait aujourd'hui de globale. Conscient du fait que la coopération bilatérale en matière de réadmission se base sur des obligations certes réciproques, mais fort déséquilibrées dans les faits. Et plusieurs États ont également acquis le fait que des pressions politiques ou diplomatiques, aussi fortes soient-elles, ne peuvent suffire, en fait, à convaincre un pays tiers à coopérer de manière optimale en matière de réadmission. Ils ont également acquis le fait que ces pressions peuvent mettre en péril des relations bilatérales consolidées en matière de lutte contre le terrorisme international, en matière de coopération policière, de relations commerciales, de contrôle des frontières, de sécurité énergétique. Donc de mettre en péril, si vous voulez, un cadre de partenariat bilatéral beaucoup plus élargi. Alors, lorsque je parle d'un cadre d'interaction bilatérale plus élargi, je souhaite mettre en évidence le fait que la réadmission, à l'échelle bilatérale, s'intègre dans un espace où les affaires intérieures, les affaires étrangères, les relations commerciales s'entremêlent étroitement. Si la coopération bilatérale en matière de réadmission constitue certes un problème clé à l'échelle bilatérale, son importance relative est toujours évaluée par les États membres en fonction d'autres questions stratégiques, voire beaucoup plus vitales. Alors, je n'ai pas le temps de développer cet aspect dont nous pourrons parler, si vous voulez, au cours du débat. Toutefois, ce cadre d'interaction bilatérale contraste fortement, selon moi, avec celui que l'Union européenne a développé depuis le traité d'Amsterdam, puisqu'il existe de nombreux domaines de coopération conditionnés, en fait, par la coopération dite efficace en matière de réadmission, et que cette conditionnalité à l'échelle européenne est quasiment omniprésente. Donc il y a une forte centralité de la réadmission dans le cadre des relations Union européenne pays tiers, en quelque sorte. Un autre aspect également qui est propre à l'Union européenne est que la DG Affaires intérieures domine fortement le cadre d'interaction avec les pays tiers, alors que, selon moi, le service européen pour l'action extérieure aurait un rôle de premier plan à jouer afin de mieux décomposer l'approche globale des migrations que l'Union européenne tente de promouvoir, si naturellement le service européen d'action extérieure réussit à faire valoir son point de vue. La coopération en matière de réadmission continue donc d'être guidée, si vous voulez, par la logique de la rapidité, de l'efficacité, de la flexibilité qui, inévitablement, est peu compatible avec le respect des normes internationales en matière des droits humains. Accroître les mesures de contrôle des frontières et de la mobilité comporte un danger majeur dans certains pays tiers, celui de renforcer l'arbitraire, voire de le rendre acceptable par le mal nécessaire. Et il y aurait des exemples à traiter par ce biais-là. Alors cela s'opère, si vous voulez, par un déni subtil, où l'opérabilité et la flexibilité l'emportent sur le respect effectif des normes internationales relatives aux droits des migrants, des demandeurs d'asile et des réfugiés. Je ne sais pas dans quelle mesure, en fait, le binôme DG Affaires intérieures et Service européen pour l'action extérieure pourra en quelque sorte désenclaver la question de la réadmission et selon quelle modalité politique. En revanche,
Je sais que les conséquences des accords de réadmission, qu'ils soient européens ou conclus à l'échelle bilatérale, font l'objet d'une attention croissante de la part des organisations et associations de défense des droits humains à l'échelle internationale et nationale, en Europe tout comme dans les pays tiers. Par exemple, cette vigilance est grandissante dans les pays d'Afrique du Nord qui, comme vous le savez depuis le printemps arabe, sont confrontés en fait à des attentes sans précédent en matière de justice sociale, de développement, de liberté de mouvement et de dignité humaine. Bien évidemment, ces attentes exposent en premier lieu les décideurs de ces pays tiers, certes. En même temps, ces attentes exposent aussi l'Union devant des défis majeurs auxquels une politique globale en matière de relations extérieures conditionnée par la coopération efficace en matière de réadmission, ne pourra répondre effectivement. Pour conclure, je souhaite simplement dire qu'il y a aujourd'hui, naturellement, un critère devant lequel l'Union européenne est confrontée, qui est celui, en fait, de la valeur ajoutée. Et ce, depuis, en fait, l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. Je souhaite dire, sans vouloir paraître peut-être trop comment dirais-je, trop idéaliste, mais je crois que la plus solide et crédible valeur ajoutée que puisse apporter l'Union européenne dans le cadre de ses relations extérieures avec les pays tiers et en matière de réadmission réside précisément dans le contrôle du respect des droits fondamentaux. Il est clair que le rôle renforcé du Parlement européen sera crucial en la matière, tout comme également sera crucial celui du service européen pour l'action extérieure. Je considère qu'il a également un rôle clé en la matière à jouer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Nous vous remercions, professeur Casarino.